Bonjour Jean-Philippe de Rosier. Bonjour Jérôme Chapuis. Il n'est pas impossible qu'un des best-sellers de l'été soit la Constitution de la Ve République, parce que dans tous les cas de figure, lundi matin, on va devoir beaucoup s'y référer. Alors avant le vote, on avait envie de vous entendre, Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. On a beaucoup entendu le mot inédit depuis la dissolution le 9 juillet. Quel que soit le résultat de dimanche soir, on sera toujours dans de l'inédit. On ne connaît pas les résultats, donc on n'en sait rien. Mais de ce que l'on en voit et de ce que projettent les instituts de sondage, le premier élément inédit, c'est l'arrivée massive, encore plus massive qu'en 2017, d'un parti d'extrême droite qui, jusqu'à une période très récente, était dans l'incapacité totale de gouverner. Et là, il y a un point d'interrogation, tout le monde le sait, il ne faut pas se voiler la face, peut-être qu'ils gouverneront à partir de lundi prochain. Et face à l'inédit, il y a les ressources dans la Constitution ? Oui, il y a des ressources dans la Constitution et ils seront tenus au respect de la Constitution. Et d'ailleurs, il y a plusieurs points de leur programme auxquels ils devront apporter soit des nuances, soit renoncer, car ils ne me semblent pas conformes à la Constitution. Il y a au moins deux scénarios, si on commence à se projeter, celui d'une majorité absolue pour le Rassemblement national. On va rentrer dans le détail de cette hypothèse. Et il y a aussi celui de l'absence d'une majorité absolue. Alors, on va commencer par là. Tout le monde parle en ce moment de grandes coalitions. De quoi s'agit-il exactement ? On n'est pas très familier de ce terme en France. Et est-ce que la Constitution pose des règles ? Alors, la grande coalition, c'est une terminologie qui vient de l'Allemagne et qui suppose de réunir dans une coalition donc très large, très grande, des partis qui habituellement s'opposent. Et en Allemagne, c'était le SPD et la CDU, c'est-à-dire les sociodémocrates et les conservateurs. La droite et la gauche, tout à fait. Et donc là, cette grande coalition, cette union nationale, je préférerais l'appeler union républicaine, parce que l'union nationale, c'est encore autre chose, réunirait tous les partis qui sont fidèles aux valeurs républicaines et destinés à contrer un gouvernement d'extrême droite. La Constitution n'impose rien de particulier, elle ne dit pas que le gouvernement doit être d'une couleur politique, d'une autre couleur politique, et c'est au Premier ministre, qui est nommé par le Président de la République, et seulement par le Président de la République, d'essayer de composer un gouvernement qui ne s'expose pas immédiatement à la censure de l'Assemblée nationale. Et est-ce qu'il y a des délais ? Est-ce que à partir de dimanche soir, le président aura une semaine, 2 semaines pour que cette coalition se mette en place, ou alors on peut rentrer dans l'inconnu pendant des semaines, pendant des mois, comme on a vu dans certains pays européens Alors la Constitution n'impose aucun délai. Il n'y a aucune formalité. Le Président de la République nomme le Premier ministre sans autre précision. Mais je ne crois pas véritablement au scénario, notamment à la Belgique, où entre 2010 et 2012, il y avait eu presque 2 ans, 550 jours sans gouvernement. Parce qu'en Belgique, il faut qu'il y ait un accord du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre pour effectivement prendre ses fonctions et un accord qui soit validé par l'Assemblée nationale. En France, comme le Président de la République nomme, point à la ligne, eh bien, il va probablement choisir quelqu'un, lui confier la tâche et je pense même qu'il devra le faire pour, ne serait-ce que pour constater l'échec, si jamais cette personnalité n'est pas en mesure de composer le gouvernement. Et il n'y a pas de formalité, il n'y a pas d'investiture obligatoire. On l'a vu avec Elisabeth Borne, Gabriel Attal, qui n'ont pas demandé la confiance. Oui, mais il faut qu'ils aient la confiance quand même, à un moment ou à un autre. Ils n'ont pas besoin formellement d'obtenir la confiance. Oui, mais quand vous dites qu'il est seul, le président, à choisir le Premier ministre, après, ce gouvernement, encore une fois, il est responsable devant l'Assemblée. Absolument, il est responsable. Et c'est ce qui impose au Président de la République de choisir un Premier ministre qui soit en mesure d'obtenir le soutien de l'Assemblée nationale. Un gouvernement en France n'a jamais besoin de prouver qu'il a la confiance de l'Assemblée. C'est à l'Assemblée de prouver qu'elle ne donne plus la confiance à l'Assemblée nationale. Le Président, il est vraiment libre de choisir le Premier ministre ? Il y a une règle écrite, une règle tacite ? Comment ça se passe Alors, il n'y a pas de règle écrite, précisément, c'est ce qui pose sa liberté, mais il y a d'autres règles dans la Constitution, celle de la responsabilité du Parlement du gouvernement devant le Parlement, l'article 20, et celle de l'article 49 qui permet à une majorité absolue à l'Assemblée nationale de censurer le gouvernement. Et de cela, on déduit, et cela signifie que le Président de la République doit choisir quelqu'un qui ne s'expose pas
à cette censure immédiatement. S'il choisit une personnalité qui est issue d'un parti totalement minoritaire, eh bien, cette personnalité va être immédiatement censurée. Et donc, c'est inutile de le nommer. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de la composition de l'Assemblée nationale pour proposer à telle ou telle personnalité de composer un gouvernement. Parce qu'on procède en 2 temps. D'abord, on nomme le Premier ministre qui cherche à composer le gouvernement et qui revient voir le président de la République en disant voici le gouvernement que j'ai composé. Et il propose au président de la République de nommer le gouvernement tel qu'il a composé. Dans l'histoire, il y a des exemples de présidents qui se font tordre le bras, qui se voient imposer un Premier ministre. En période de cohabitation. En 86, en 93, en 97, François Mitterrand pour les 2 premières et Jacques Chirac pour la troisième, n'ont pas choisi le Premier ministre. En 93, François Mitterrand a laissé entendre qu'il choisissait Édouard Balladur, mais c'est Jacques Chirac qui lui dit, Jacques Chirac était le président du parti victorieux aux élections, le RPR à l'époque, qui lui dit vous nommerez Édouard Balladur. Et Jacques Chirac ne voulait pas y retourner. Jacques Chirac ne voulait pas y retourner parce qu'il s'y est fait prendre une fois en 86, pensant préparer 88, il a vu comment ça s'est passé, et donc il a dit cette fois-ci, je vais me préparer autrement, et donc je vais envoyer un second couteau à l'époque, Édouard Balladur. Et une autre particularité, c'est Lionel Jospin, comment il annonce sa nomination? Alors Lionel Jospin, effectivement, ça aussi c'est une anecdote. Lionel Jospin est donc convoqué par Jacques Chirac, et au sortir de l'Élysée, de cette réunion avec lui, habituellement la personnalité s'en va et le secrétaire général de l'Élysée annonce que le président de la République a nommé telle personne Premier ministre. Et là, c'est Lionel Jospin lui-même qui va voir la presse et qui dit Jacques Chirac m'a nommé Premier ministre et confié la tâche de composer un gouvernement. Alors il y a d'autres scénarios. C'est auto-intronisé en quelque sorte. On va continuer à passer en revue les scénarios possibles au soir du dimanche soir. Il y en a un autre, c'est celui de la cohabitation avec le RN. On va laisser passer le fil info et puis on vous retrouve juste après, Jean-Philippe de Rosier. Il est 8h39. Valentine Lethès. Plus de 200 000 nouvelles procurations ont été enregistrées depuis le premier tour des législatives. Le second, c'est dimanche. Et s'il est élu, annonce ce matin François Ruffin, le député sortant de la Somme ne siégera pas dans le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée. 6 ans après la mort de Naomi Musenga, début aujourd'hui à Strasbourg du procès d'une opératrice du SAMU. Elle est jugée pour non-assistance à personne en danger et ne pas avoir pris au sérieux les appels à l'aide de Naomi par téléphone. Aux États-Unis, Joe Biden n'envisage absolument pas de retirer sa candidature à la Maison-Blanche, mise au point de Washington après une semaine de débats et de questions sur la santé du président de 81 ans. La 6e étape du Tour de France aujourd'hui avec au départ le détenteur d'un nouveau record. Mark Cavendish est devenu hier le coureur avec le plus de victoires d'étape à son palmarès, 35 après celle d'hier, soit une de plus que le grand Eddy Merckx. France Info. Le 8h30 France Info, Agathe Lambray, Jérôme Chapuis. Toujours avec Jean-Philippe Desrosiers, professeur de droit public à l'Université de Lille, auteur du blog La Constitution décodée. Et justement, on est en train de décrypter ce que prévoit la Constitution dans cette période de crise politique qui nous mène peut-être vers l'inédit. Autre scénario, on parlait d'un scénario de coalition, c'est celui de la cohabitation avec le Rassemblement national. Si le RN obtenait la majorité absolue avec ses alliés, Jordan Bardella à Matignon sous la présidence d'Emmanuel Macron, 2 bords politiques aussi opposés, ça c'est inédit. Oui et non. Lorsque l'on a une cohabitation, ce sont 2 bords politiques qui sont opposés. Là, ce que l'on constate dans le cadre de la campagne, c'est qu'ils sont frontalement opposés. Mais en réalité, Jacques Chirac était frontalement opposé à François Mitterrand en 86 et en 93. Lionel Jospin avait combattu Jacques Chirac aux élections de 95 et se retrouve être son Premier ministre. Donc, c'est peut-être dans le degré de l'opposition qu'il y a de l'inédit. Mais le fait que ce soit le RN, pour vous, ça ne change pas la nature de la cohabitation. Enfin, les règles resteront les mêmes. Oui, je le pense. Ça peut marcher quand même, vous Oui, pensez? je le pense. Je le pense parce que, premièrement, la Constitution s'impose à tous, y compris à ce parti d'extrême droite. Et quand bien même il a fait un certain nombre d'annonces, je parle du parti, par différentes voix, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, qui pourraient violer la Constitution, ils vont être rattrapés par la Constitution. Je pense à certains éléments du programme, les binationaux, la préférence nationale, ou à certaines qualifications du président de la République qui ne serait que chef des armées d'honneur, ou non, c'est faux, il est chef des armées, point, article 15 de la Constitution. Point par point, justement, sur
sur ce sujet-là, Marine Le Pen qui dit que c'est un titre honorifique, le titre de chef des armées, elle se trompe? Oui, elle se trompe. Le président de la République est chef des armées. L'article 15 de la Constitution le précise très clairement, ce qui veut dire que c'est lui qui décide d'envoyer les troupes. Pas seul, parce que c'est un pouvoir qui est soumis à contreseing du Premier ministre en premier lieu, du ministre de la Défense également. Donc, à partir d'un Premier ministre de cohabitation, eh bien, si le président de la République veut envoyer des troupes, par exemple en Ukraine, il aura besoin de l'aval du Premier ministre. C'est important parce que hier, à votre place, il y avait François Hollande qui disait: j'ai décidé d'envoyer des troupes, notamment, ou de certaines frappes. Il pensait notamment à 2013, des frappes au Mali contre les colonnes djihadistes. J'ai décidé, mais en réalité, il ne peut pas le faire sans l'aval sans l'accord de son Premier ministre. Absolument, absolument. Mais il savait qu'il aurait cet aval, puisqu'il était soutenu par son Premier ministre. Il était soutenu, François Hollande, par une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, le Premier ministre, il l'a choisi quelque part librement. Donc, le chef de l'État n'est pas tout à fait le même chef des armées en période de cohabitation. Et non, évidemment. Le pouvoir du chef de l'État est proportionné au soutien dont il dispose à l'Assemblée nationale. Plus ce soutien est important, plus son pouvoir est important. On voit que le pouvoir d'Emmanuel Macron était plus important entre 2017 et 2022 qu'il ne l'était entre 2022 et 2024. Si ce soutien disparaît, eh bien le pouvoir du président de la République disparaît quasi intégralement. Il conserve les prérogatives que la Constitution lui confie, et en tant que chef des armées, il est chef des armées, mais il doit composer avec le Premier ministre. Pour l'instant, c'est Marine Le Pen qui accuse Emmanuel Macron de mettre à mal la Constitution. Elle l'accuse ou elle le soupçonne de coup d'État administratif parce qu'il aurait ou parce qu'il voudrait procéder à des nominations avant une potentielle cohabitation. Et c'est vrai que des hauts fonctionnaires ont été nommés lors des deux derniers conseils des ministres. Le terme de Marine Le Pen est excessif. Il n'est pas seulement excessif, il est totalement erroné. Vous disiez tout à l'heure que la Constitution sera peut-être le best-seller de l'été. Il faudrait que Marine Le Pen commence à la lire ou à la relire. L'article 13 dispose que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Et donc là, en cette période, il est tout à fait en mesure de nommer à différents emplois jusqu'à la fin de son mandat. Et aujourd'hui, il a aussi besoin du contre-seing de son Premier ministre lorsqu'il nomme. Aujourd'hui, c'est Gabriel Attal. Demain, ce sera probablement quelqu'un d'autre. Et vous posez jusqu'à quand? Parce que c'est intéressant. Nos confrères de l'Opinion ce matin disent qu'il y a un scénario à l'Élysée qui est étudié, c'est celui d'un Conseil des ministres lundi matin, au lendemain des élections, pour éventuellement procéder à des nominations. Oui, mais ce serait légal, ça? Ce serait parfaitement constitutionnel, puisque légal, ce serait conforme à la Constitution. On voit bien la démarche politique qu'il y a derrière, mais en fin de mandat d'un président de la République, c'est assez récurrent qu'il y a des personnalités qui ont servi l'État pendant ce mandat, que ce soit dans les cabinets ministériels ou au gouvernement, et qui ensuite, dans la perspective du prolongement de leur carrière, se retrouvent nommés dans d'autres fonctions. François Mitterrand était allé plus loin. Voilà. Oui. En 1986, François Mitterrand avait fait augmenter la liste des emplois auxquels il fallait pourvoir en Conseil des ministres pour précisément, lorsqu'il sentait arriver la cohabitation, avoir la main, ou en tout cas au moins le regard dessus, car encore une fois, cet article 13 qui confie cette prérogative au président de la République s'exerce avec le contre-seing. Donc le président de la République, après-demain, lorsqu'il y aura un nouveau Premier ministre, ne pourra continuer à nommer qu'avec l'accord de son Premier ministre. Il y a une nomination très importante qui va intervenir, 3 nominations d'ailleurs très importantes qui interviendront au mois de mars prochain. On parle de la Constitution, le Conseil constitutionnel, gardien de la Constitution, va devoir renouveler 3 de ses membres, dont son président Laurent Fabius. Vous nous rappelez comment on nomme et surtout qui nomme ces 3 juges? Alors, effectivement, le Conseil constitutionnel est renouvelé par tiers tous les 3 ans. La durée de fonction au Conseil constitutionnel est de 9 ans. Et donc, tous les 3 ans, 3 personnalités sortent et 3 nouvelles personnalités rentrent, nommées à chaque fois par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que si le président de l'Assemblée nationale est un RN, le RN nommerait un juge constitutionnel, ce qui serait une première dans l'histoire. Absolument. Ça, ce serait effectivement quelque chose d'inédit qu'une personnalité politique d'extrême droite nomme un membre du Conseil constitutionnel. Vous disiez tout à l'heure que le Rassemblement national ne pourrait pas appliquer certains pans de son programme qui ne sont pas constitutionnels, par exemple la préférence nationale. Vous pensez que ça serait retoqué par le Conseil constitutionnel, cette mesure? Il y a de bonnes probabilités, et le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 11 avril dernier, donc c'est assez récent. Elle n'a pas été beaucoup vue, en tout cas dans la presse régulière, précisément sur la préférence nationale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu déjà une décision sur la loi immigration qui avait censuré pour cavalier législatif. Donc pas sur le fond. Pas sur le fond, pour raison de procédure, un certain nombre de mesures. Et les parlementaires de droite
droite républicaine, donc LR, avait préparé une proposition de loi d'initiative partagée, le fameux RIP, le référendum d'initiative partagée, reprenant un certain nombre de mesures, dont la préférence nationale. Et la particularité de cette proposition RIP est d'être examinée au préalable par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, qui aurait pu rejeter cette proposition de loi, comme il l'a fait à plusieurs reprises auparavant, pour des raisons de forme, encore une fois, comme quoi ça ne rentrerait pas dans le champ de l'article 11, a décidé d'aller sur le fond et de juger que sur le fond, la préférence nationale est contraire à la Constitution. Néanmoins, Jean-Philippe Desrosiers, est-ce qu'il est fréquent, est-ce qu'on a observé ces dernières années que les institutions, les sages ont plutôt tendance à suivre le pouvoir, à suivre la majorité à l'Assemblée, à suivre l'opinion et à pas mettre les bâtons dans les roues du gouvernement ? Alors, sur suivre le gouvernement, oui. Suivre le pouvoir est à la fois exécutif et législatif, donc c'est nuancé. Suivre l'opinion, non. Le Conseil constitutionnel juge en droit. Et son président, d'ailleurs, l'a rappelé à plusieurs reprises ces derniers mois et même ces dernières années. Il est vrai que le Conseil constitutionnel, historiquement, lorsqu'il a été créé en 1958, était le chien de garde de l'exécutif. Il était là pour protéger l'exécutif dans ses prérogatives et notamment dans ses compétences. Et cette connotation, il l'a toujours préservée, c'est-à-dire qu'il veille à ce que le gouvernement, notamment, puisse exercer ses prérogatives. Mais il veille également à ce que les lois soient conformes à la Constitution. Et lorsque l'exécutif veut aller trop loin dans une loi, il n'hésite pas à censurer la loi, même si cela vient d'une volonté de l'exécutif. La loi immigration est très éloquente sur le sujet. C'est l'exécutif qui a voulu trouver un accord et donc intégrer dans la loi un certain nombre de mesures, et le Conseil constitutionnel l'a censuré. Avant cela, il y avait eu la loi sécurité globale, dont on avait longuement parlé, pour laquelle Gérald Darmanin avait pris beaucoup de positions très fermes, et le Conseil constitutionnel l'a très largement censuré. Vous dites qu'il juge en droit, mais à l'époque, le gouvernement avait dit tout ça, ça ressemble un peu à des décisions politiques. Les décisions du Conseil constitutionnel, le gouvernement est dans son rôle parce qu'il a une décision qui lui déplaît, donc il la critique avec les arguments qui sont les siens. Mais non, ce ne sont pas des décisions politiques, ce sont des décisions qui s'appuient sur la Constitution et qui sont rendues conformément à la Constitution. Et Jean-Philippe Desrosiers, la Constitution. Encore beaucoup de questions à vous poser. On laisse passer le fil info, il est déjà 9h moins 10 et on vous retrouve juste après. Valentine Lotès. La France en orange demain et samedi en rouge. Les premières prévisions de circulation sur la route de Bison Futé avant le début des grandes vacances d'été à la fin de la semaine. La violence et les intimidations n'ont pas leur place dans notre démocratie. Gabriel Attal appelle, je cite, au sursaut après l'agression d'hier de Prisca Thévenot pendant un collage d'affiches. La porte-parole du gouvernement n'est pas blessée et porte plainte. Ces élections législatives, elles inquiètent le chancelier allemand. Olaf Scholz espère qu'une majorité d'extrême droite ne se reformera pas en France. Le réalisateur Benoît Jacot, mis en examen pour viol et agression sexuelle par conjoint, violence volontaire et viol sur mineur. 2 plaintes ont été déposées par les actrices Julia Roy et Isilde Lebesco. 600 000 doses de Beyfortus prévues pour livraison en France à la rentrée de septembre. Sanofi double les commandes de son traitement contre la bronchiolite pour les bébés après le succès de sa première campagne l'an dernier. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jérôme Chapuis. Toujours avec Jean-Philippe Desrosiers, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Lille. On parlait de la cohabitation entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella, potentiellement. Quels sont les pouvoirs du chef de l'État prévus par la Constitution dans ce cas ? Alors, notre Constitution de la Ve République a innové d'abord en prévoyant qu'un certain nombre de pouvoirs du président de la République sont dits propres, c'est-à-dire qu'il peut les exercer sans contre-seing, notamment la dissolution, à laquelle il vient de procéder. Il n'a pas besoin du contre-seing du Premier ministre, il a pu la décider seul. Mais il devrait attendre un an. Il devra effectivement attendre un an, puisque la Constitution interdit de procéder à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les élections, et donc pas de dissolution avant le 7 juillet 2025. Et donc en attendant, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Donc, il a d'autres pouvoirs. Il peut notamment saisir le Conseil constitutionnel, s'il le souhaite, de lois qui auraient été votées par le Parlement et qu'il jugerait contraires à la Constitution, ou dont il demanderait au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité. Et puis, il y a d'autres pouvoirs qu'il exerce en partage avec le Premier ministre, parce qu'il doit les contresigner, ce Premier ministre, on en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais qui permettent précisément au Président de la République éventuellement de nuire un petit peu au bon fonctionnement de l'État. Il préside le Conseil des ministres, donc c'est lui qui en fixe
l'ordre du jour. Il doit signer tous les textes qui passent en Conseil des ministres, donc il peut éventuellement refuser de signer. Là, je fais référence à sur l'ordre du jour, je vous interromps une seconde, mais ça veut dire que, par exemple, le président peut décider qu'une loi n'arrive pas cette semaine-là, mais plutôt dans un mois ? C'est précisément ce qui s'est produit lors de la cohabitation entre Jacques Chirac, président, et Lionel Jospin, Premier ministre, où il y avait un projet de loi sur la Corse, et Jacques Chirac n'a pas voulu l'inscrire à l'ordre du jour. Elle est revenue la semaine d'après, parce qu'en réalité, ça peut être très facilement contourné. Il suffit de transformer ce projet de loi en proposition de loi en demandant à un député de la signer, de la déposer, et pas besoin de passer en Conseil des ministres. Donc, c'est juste un pouvoir de nuisance pour faire un petit coup politique. Et pas signer les ordonnances comme pas signer les Mitterrand. ordonnances, c'est exactement la même chose qui s'est passée. François Mitterrand n'a pas voulu signer les ordonnances de privatisation, lui qui avait nationalisé 4 ans plus tôt, et elles ont été transformées en propositions de loi et ont pu poursuivre le cheminement législatif. Les privatisations ont eu lieu. Tout cela, évidemment, n'exclut pas un scénario où il y aurait un blocage. Qu'est-ce qui se passe ? Que prévoit la Constitution s'il n'y a pas de gouvernement possible, aucune majorité ne se dégage ? Alors, il faut bien garder à l'esprit que notre Constitution de la Ve République a été écrite en 1958, précisément pour permettre à un gouvernement d'agir sans majorité absolue. En 1958, les cas de majorité absolue n'existaient pas. On sortait de la 4e République, Parlement morcelé, France ingouvernable, et donc il a été introduit une série de mécanismes, d'armes dans la Constitution, et on en connaît plusieurs, le 49.3 notamment, qui permettent à un gouvernement d'agir précisément sans majorité. Si véritablement personne ne parvient à s'entendre, eh bien là, il faut trouver et innover en allant chercher d'autres solutions. On parle parfois soit de ce gouvernement d'union nationale, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère appeler ça une union républicaine, et si là non plus on ne parvient pas à s'entendre, on parle également de ce gouvernement technique d'inspiration non plus d'Allemagne mais d'Italie, où ce serait des hauts fonctionnaires, des techniciens de l'État, de l'administration, et non pas des politiques qui gouverneraient la France pendant un certain nombre de mois, voire d'années si cela fonctionne. C'est ce que Xavier Bertrand appelle un gouvernement provisoire. On a entendu cette expression. Il y a tellement d'expressions en ce moment dans le débat. Je ne sais pas trop à quoi fait référence Xavier Bertrand, je ne suis pas dans sa tête, mais par définition, en réalité, un gouvernement est provisoire puisqu'il n'a pas une durée de vie jusqu'à sa retraite, mais combien de temps est-ce que cela durera-t-il ? Nul ne peut le prédire. Dans ce contexte, Marine Le Pen parle déjà d'une démission du président. Est-ce que vous pensez que le président est déjà suffisamment fragilisé et le sera de plus en plus au point qu'il soit contraint, qu'il soit acculé, qu'il soit contraint de démissionner ? Rien ne peut contraindre un président à la démission si ce n'est la destitution. Elle est prévue par la Constitution, article 68, et pour qu'elle soit votée, il faut une majorité des 2/3 des deux assemblées. Donc, hormis cette hypothèse-là, rien ne contraindra le président de la République à la démission. Et je ne suis pas certain que précisément dans une période de crise, il faille rajouter de la crise à la crise. Une démission d'un président de la République en cours de mandat est une crise. Si, à la De Gaulle, il s'était engagé dans les élections en disant « Je vous demande de me renouveler votre confiance, sinon j'en tirerai les conséquences qui s'imposent », là, effectivement, les conséquences qui s'imposent, c'est de démissionner. Mais il ne l'a pas fait, je pense que c'est heureux, et donc je ne crois pas à ce scénario qui ferait qu'il démissionnera. Même pendant cette période si particulière dans laquelle on va entrer, où le président n'a même pas le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, voilà, si on est dans une situation de blocage total, la soupape, ça n'est pas le président. Non, je ne pense pas, au contraire. C'est pas la soupape, c'est la continuité. Et c'est lui qui est là pour veiller sur la Constitution. D'ailleurs, c'est une de ses prérogatives prévues par l'article 5 de la Constitution. Veiller au bon fonctionnement des pouvoirs publics et faire en sorte que les choses fonctionnent. Il aura cette lourde tâche à accomplir. Ça le changera un petit peu dans les prérogatives qu'il exerce habituellement, mais c'est une responsabilité qu'il doit assumer. On parle de blocage. Le paradoxe, c'est que la dissolution, majoritairement sous la 5e, elle a plutôt été utilisée pour sortir de crises, parfois de crises politiques, comme après mai 68. Or là, la dissolution, on a l'impression qu'elle s'est retournée contre celui qui l'a initiée, le chef de l'État. Comment vous l'expliquez ? Oui, je ne sais pas si elle se retourne contre lui, parce que le 9 juin au soir, il faut bien voir le séisme politique qui advient. Le président de la République est défait le 9 juin. Il s'est engagé, pour le coup, personnellement dans la campagne. Et il fait un score, lui et sa candidate tête de liste, moitié moindre que l'extrême droite, qui est renouvelée comme premier parti de France avec un score historique. Et donc, à partir du moment où il avait déjà limogé
sa première ministre Elisabeth Borne le 8 janvier 2024, 5 mois plus tôt, sans aucune raison, parce que rien ne justifiait politiquement que Elisabeth Borne soit remerciée. Elle avait mené à bien 2 réformes majeures selon la volonté du président de la République. Eh bien, il ne pouvait pas renouveler cette expérience en limogeant à nouveau Gabriel Attal en disant je change de Premier ministre, je vous ai entendu. La dissolution en réalité s'imposait et par conséquent, certes, ça rajoute de la crise, mais s'il ne l'avait pas fait, on ne peut pas savoir ce qui se serait produit. Mais il y avait aurait la question pu y du avoir... moment en fait qui était posée par un certain nombre de personnes. Voilà, est-ce que c'était maintenant? Oui, Est-ce mais qu'il fallait que cette campagne soit aussi rapide? conséquences. Il fallait tirer les conséquences immédiates de ce séisme politique. On ne pouvait pas dire je vais dissoudre à la rentrée, laisser passer l'été, alors que le séisme politique était là. Mais vous aujourd'hui, cette campagne express? Là aussi, il y avait la difficulté du 14 juillet, qui est non pas ce week-end, mais le week-end prochain. On ne peut pas voter le 14 juillet, un jour de défilé, de prise de parole solennelle. Et donc, après, voter pendant les JO, c'était aussi difficile. Donc, ça ne pouvait être qu'avant, et il fallait dissoudre le 9 ou le 10 juin. Et les institutions, elles sont toujours aussi solides qu'avant le 9 juillet? Elles sont toujours aussi robustes? Le 9 juin Le 9 juin, pardon. Moi, je le crois. La Constitution de la Ve République a une longue histoire derrière elle. Elle n'est pas dépassée. Elle a montré qu'elle a toujours été plus forte que les hommes et elle a surmonté de nombreuses crises, à commencer par celle de l'Algérie. En 1986, alors j'étais moi-même trop jeune à l'époque pour le savoir, mais j'ai lu les livres d'histoire et la cohabitation qui s'annonçait laissait présager déjà une crise majeure. Et la Constitution de la Ve République l'a surmonté. Merci beaucoup, Merci. Jean-Philippe de Rosier. Je renvoie à votre blog, La Constitution décodée. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le 8h30 de France Info. Je vous laisse en compagnie d'Agathe Lambré pour les informer.